Bienvenue, bonjour à tous dans l'actualité de ce lundi 17 décembre 2018. Les audiences du président de la République, Alassane Ouattara, a reçu hier Sa Majesté Nigué Bliman, 31e roi du Bounkani. Leurs entretiens se sont déroulés en présence de plusieurs collaborateurs du chef de l'État et de hauts cadres du nord-est du pays. Dans ce journal également, la reprise des élections municipales et régionales 2018. Le scrutin concernait 8 circonscriptions. À noter malheureusement quelques incidents à Port-Boué et Grand-Bassam. Enfin, une explosion a fait 42 blessés dans un restaurant sur l'île de Hokkaido, au Japon. Une enquête a été ouverte. Bienvenue à tous. Commençons par les activités du chef de l'État. Alassane Ouattara a reçu hier dimanche en audience Sa Majesté Nigué Bliman, 31e roi du Bounkani. C'était en présence de plusieurs collaborateurs du président de la République et de hauts cadres de la région du Bounkani. Toujours en Côte d'Ivoire, la reprise hier dimanche des élections municipales et régionales 2018. Elle concerne 6 communes et 2 régions qui ont vu leur scrutin du 13 octobre dernier annulé par la Cour suprême en raison d'irrégularités. À noter quelques incidents à Port-Boué et Grand-Bassam où des urnes ont été saccagées. Justement, ce communiqué de la Direction générale de la RTI, une équipe de la radio-télévision ivoirienne RTI 1 chargée de la couverture de la reprise de l'élection municipale à Grand-Bassam le dimanche 16 décembre 2018 a été agressée par un groupe d'individus sur les lieux du scrutin. La Direction générale de la RTI condamne fermement l'atteinte à l'intégrité physique de ses agents en mission et la dégradation de leur équipement de reportage. Elle dénonce cet acte de violence que rien ne saurait justifier et qui constitue manifestement une violation flagrante du droit à l'information. La Direction générale de la RTI a entrepris des démarches aux fins de donner une suite judiciaire à cette affaire, fait à Abidjan le 17 décembre 2018. Un scrutin apaisé en revanche dans les autres circonscriptions du pays. Par exemple à Bingerville, les bureaux de vote ont effectivement fermé à 18h. Selon les représentants de la commission électorale indépendante locale et ceux de 2 candidats en lice, les élections se sont bien déroulées. Au groupe scolaire d'Adjamé à Bingerville, le bureau numéro 4 a enregistré 180 votants sur 432 inscrits. Walter Amadou Ouattara. Groupe scolaire à Adjamé-Bingerville. Avant la fermeture des bureaux de vote, la tension monte. Lui, il ouvre la porte encore pour vérifier si ces éléments sont là. Pourquoi? Pas peut-être là, ces éléments dedans. Il veut rentrer, pourquoi? Les forces de l'ordre parviennent à ramener le calme et invitent les derniers votants à quitter la cour. Il est 18h, le représentant de la CEI, Commission électorale indépendante, annonce la fermeture des bureaux de vote. Il est 18h05, le bureau 4 au niveau de Adjamé-Bingerville ferme les portes pour que nous puissions passer au dépouillement. Tout s'est bien déroulé dans l'ensemble, pas d'incident majeur. Ici, les représentants des 2 candidats confirment que le scrutin s'est bien déroulé. Dans l'ensemble, c'était calme toute la journée. Il y a eu quelques électeurs qui étaient un peu fougueux, mais dans l'ensemble, c'était calme. Tout s'est bien passé, en tout cas. Il n'y a pas eu d'incident majeur. Les gens sont venus à leur rythme voter et il n'y a rien à signaler. Au moment où nous quittons le bureau numéro 4 du groupe scolaire d'Adjamé-Bingerville, les décomptes avaient débuté dans ce bureau qui a enregistré 180 votants sur 432 inscrits.
Aucun incident également à Bangolo, dans la région du Guémon. Les élections couplées se sont déroulées dans le calme. Les bureaux de vote ont ouvert à 8 h et fermé leurs portes à 18 h. Le point avec Eve Boué. Il est 16h20 lorsque nous arrivons au foyer polyvalent de Bangolo. Ce lieu de vote abrite 4 bureaux. Au bureau de vote numéro 3, sur les 408 inscrits, 76 ont déjà voté. Quant au bureau de vote numéro 1, sur les 416 inscrits, 91 ont accompli leur devoir. Depuis ce matin, nous avons observé quand même peu d'engouement concernant les électeurs. On a remarqué que la population n'est pas sortie massivement. Voilà, bon, ce qui a provoqué ça, là, nous n'en savons rien. Voilà. Mais concernant les opérations ici, en tout cas, il n'y a pas d'incident. Oui, tout se passe normalement, dans le calme, comme vous le constatez, il n'y a pas d'incident. Non loin de là, à l'EPP Bangolo 3, rien à signaler. Tout se déroule bien. Au bureau de vote numéro 1, sur les 400 inscrits, 119 se sont déjà acquittés de leurs devoirs. De façon générale, le scrutin dans la région du Guémon s'est bien passé. Les bureaux de vote ont fermé pour la plupart à 18 h. À Guitry, dans la région sud-ouest du pays, les populations ont également voté tranquillement sous haute sécurité des forces de l'ordre. Aucun incident donc signalé. Plus de 10 000 électeurs étaient appelés aux urnes. Voilà donc pour l'essentiel des informations sur la reprise des élections couplées 2018 dans le pays. Commune de Cocody, Jean-Marc Yassé a officiellement pris fonction le 13 décembre dernier. Le nouveau maire de Cocody a été installé par le préfet d'Abidjan, Vincent Toby. Jean-Marc Yassé, qui a reçu les sceaux et symboles de la République, a appelé ses administrés au rassemblement pour bâtir une commune forte. C'est un reportage de Herman Yamia. Élu nouveau maire de la commune de Cocody à l'issue du scrutin du 13 octobre dernier, Jean-Marc Yassé vient de prendre officiellement fonction. Pour ses premiers mots en tant que maire, Jean-Marc Yassé a rendu un vibrant hommage au couple Bédié pour le choix porté sur sa candidature avant de remercier les populations et les autres partis politiques qui lui ont accordé leur suffrage. Il a par ailleurs appelé au rassemblement des habitants de Cocody afin de bâtir leur commune. Nous ne sommes pas venus pour diviser, nous ne sommes pas venus pour travailler seuls. Parce que les autres aussi ont des idées. Donc nous allons travailler ensemble, main dans la main. Nous devons être une aiguille pour pouvoir recoudre tout le monde et non une lame pour pouvoir diviser les gens. Donc les premières actions vont aller sur la salubrité, la sécurité, le transport, pour que les habitants de Cocody se sentent bien et à l'aise. Le préfet d'Abidjan, qui a procédé à l'installation de la nouvelle équipe dirigeante de la mairie de Cocody, a rappelé l'intérêt de cette cérémonie. Ce genre de rassemblement est aussi l'opportunité d'éduquer nos citoyens à la compréhension des actes administratifs qu'ils posent tous les jours sans souvent comprendre le bien fondé des actes qu'ils posent. Ils vont voter souvent sans savoir exactement comment ça fonctionne. Vincent Toby a invité le nouveau maire élu à se mettre au-dessus des couleurs politiques, à être juste et équitable dans ses rapports avec ses administrés et surtout à prioriser le développement de la commune. Cérémonie d'investiture également du côté de Korogo, dans la région nord du pays. Lazani Koulibaly, le nouveau maire de la commune, a été installé le 15 décembre dernier. Des festivités donc en présence du préfet de région Daouda Ouattara. On en parle avec Ami Sissoko. Lazani Koulibaly est le tout nouveau maire de la commune de Korogo. Sous la supervision du préfet de région Daouda Ouattara, à la préfecture de Korogo, Lazani Koulibaly a été élu par tous les 45 conseillers municipaux présents sur les 49 inscrits. Ces 6 adjoints ont été également élus. Les 3 premiers sont respectivement Émile Soro, Amadou Koulibaly, dit Ams et Fanta Sissé. Après l'élection du maire et de ses adjoints, cap sur la mairie pour la passation de charges. Le maire sortant, Amadou Gon Koulibaly, étant empêché, c'est donc Panan Souleymane Koulibaly, son premier adjoint, qui le représente à cette cérémonie. Et le préfet, voilà, donne à l'entrant. Voilà, félicitations. Voilà. Et nous sommes dans la continuité, comme nous l'avons dit. Notre prédécesseur, nous avons travaillé avec lui, nous avons été dans son conseil municipal. C'est une continuité. Et nous pensons que les actions qu'il a posées, les actes de développement qu'il a posés, nous allons les entretenir d'abord. Ensuite, à la suite de tout ce qu'il a fait,
ajoutons notre grain de sel. Le préfet des régions Daouda Ouattara n'a pas manqué de rappeler les missions et attributions du maire, de ses adjoints et du conseil municipal. Le maire est chargé d'exécuter, entre autres, les délibérations du conseil municipal, préparer le budget et veiller à la bonne exécution des programmes de développement. Le conseil municipal est l'organe délibérant de la commune, garant de prise de décisions démocratiques. Il ne peut donc pas déléguer ses attributions. Lorsqu'on a été élu, on a élu pour tout le monde. Donc je crois que c'est ce que la population doit comprendre et c'est ce que le maire aussi doit comprendre, bien sûr. Ils sont au sein du conseil municipal, ils doivent travailler avec le maire. Lansana Coulibaly est le 6e maire de la commune de Korogo. Il succède donc à Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre, qui a passé 17 ans au service de cette commune. Revenons, si vous le voulez bien, sur la toute première édition de la foire commerciale interafricaine 2018. C'était au Caire, en Égypte. Des petites et moyennes entreprises et des commerçants ivoiriens ont participé à cet événement. À noter que les produits Made in Côte d'Ivoire ont obtenu beaucoup de succès. Le point avec Mahama Traoré. C'est une douzaine de stands qu'occupe la Côte d'Ivoire à la première foire intra-africaine du commerce au Caire, en Égypte. Pour la plupart, ces stands font la promotion des atouts agricoles de la Côte d'Ivoire. Les visiteurs ont ainsi l'occasion de découvrir l'atiéké, le miel et les produits dérivés du cacao, de l'anacarde, du mil et du beurre de karité made in Côte d'Ivoire. Des produits déjà connus sur les marchés européens et asiatiques, mais en quête de percée sur le marché africain. Anciennement, nous livrons du beurre de karité à la Tunisie, au Maroc et un peu à l'Algérie. On n'avait vraiment pas de marché au niveau de l'Égypte. J'ai tapé à beaucoup de portes, à des sociétés cosmétiques qui sont très heureux d'avoir le beurre de karité directement venant de la Côte d'Ivoire parce qu'anciennement, la Tunisie, le Maroc et l'Algérie prenaient le beurre de karité à partir de la France. Les artisans ivoiriens sont aussi à la conquête du marché africain. À cette foire, ils sont venus proposer des pagnes tissées, des prêt-à-porter, mais aussi des accessoires de mode, comme ces sacs en cuir. Il y a un gros marché en Afrique, ça c'est clair. L'Afrique est de plus en plus consommatrice de ce qui se fait sur place. Et puis bon, comme c'est notre bataille de transformer nos produits bruts. Parce que tout ce qu'on a là, l'idée, les accessoires sont faits par des artisans sur place. Le cuir, c'est de chez nous. Le batik, on le fait faire par les artisans. En fait, c'est d'avoir un label, on ne peut pas dire 100% Made in Côte d'Ivoire, mais 100% Made in Afrique. Une ambition réalisable. Le marché africain compte plus de 1,2 milliard d'habitants. Ce marché représente 23% des 7 302 milliards de marchandises exportées par la Côte d'Ivoire en 2017 et 20% des 5 594 milliards de biens importés dans le pays. Des chiffres appelé à évoluer avec l'entrée en vigueur prochaine de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. L'Afrique a tout à gagner avec l'application d'une zone de libre-échange. Pour plusieurs raisons. Les pays européens ont des zones de libre-échange. Et ça n'empêche pas les pays de compétir au niveau industriel entre eux. Et le bénéficiaire, c'est le consommateur, c'est l'habitant, c'est la population des pays. Pour cette première édition, la foire intra-africaine du commerce a enregistré plus de 2000 exposants et 70 000 visiteurs. 27 milliards de dollars d'accords commerciaux ont été conclus selon la Banque africaine d'import-export, Afreximbank. À retenir ces chiffres importants concernant les échanges commerciaux de la Côte d'Ivoire. En 2017, ils sont publiés par la Direction générale du commerce extérieur. Le niveau global des échanges commerciaux ivoiriens a atteint 12 896 milliards de francs CFA contre 11 496 milliards en 2016, soit une hausse de 12,2%. L'excédent commercial est quant à lui passé à 1 708 milliards en 2017 contre 1 316 milliards en 2016, soit une hausse de 29,8%.
Les petites et moyennes entreprises ivoiriennes, justement, encouragées à se tourner vers les cabinets d'assistance conseil pour améliorer leur fonctionnement et performance. C'était lors de la deuxième édition des journées conseil PME dans la commune du Plateau. À noter que les consultations étaient entièrement gratuites. Les détails avec Francis Boiffaut. Des échanges entre des responsables des petites et moyennes entreprises PME et une soixantaine de professionnels issus des domaines financiers, juridiques et de la qualité. Nous sommes aux journées conseil PME. Jean-Marc Colli est entrepreneur. Il consulte pour la première fois un cabinet de conseil. C'est vraiment intéressant de les rencontrer, d'apprendre beaucoup et ça nous permet d'avancer avec nos entreprises. On a échangé sur comment obtenir des financements. Ils m'ont donné aussi des conseils sur certains financements, comment contacter les experts. Environ 200 entrepreneurs sont attendus pour des consultations gratuites au cours de ces journées. Elles ont été initiées par la Commission juridique et fiscale de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC. Nous sommes partis du constat que la population des PME en Côte d'Ivoire est une population très fragile. Il est absolument important que ces experts qui sont mobilisés puissent s'entretenir avec ces PME-là pour leur donner les conseils utiles qui leur permettra en fait de faire un peu le saut qualitatif dont elles ont besoin pour, je dirais, quasiment exister. Pour Joseph Amissa, président du mouvement des PME, l'encadrement des experts est indispensable pour le développement de leur fêtière. Moi, je crée une PME, mais je ne suis pas forcément gestionnaire. Je ne suis pas forcément financier, je ne connais rien dans la loi. Mais si à côté de ça, il y a quelqu'un qui me dit voilà, il faut aller à gauche, il faut aller à droite, je sais comment me comporter. C'est pour cela que c'est indispensable pour nous, parce que nous avons notre expertise consiste juste à créer l'activité, mais à côté de ça, il nous faut un entourage technique efficace pour que notre activité puisse évoluer. En Côte d'Ivoire, les petites et moyennes entreprises PME contribuent à 20% au produit intérieur brut du PIB avec des investissements cumulés estimés à 12% du total des investissements du pays. Autre actualité nationale avec l'inauguration de la nouvelle bibliothèque de Korogo dans la région nord du pays. Cérémonie en présence du ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama. Les explications de Ami Sissoko. 3 ans après la pose de la première pierre, la bibliothèque municipale de la cité du Poro ouvre ses portes au public. La construction de cet ouvrage a été impulsée par le Premier ministre et ancien maire de Korogo, Amadou Gon Coulibaly. Cette bibliothèque vise à rapprocher les infrastructures des arts et de la culture des populations, avec un clin d'œil aux élèves et étudiants. Les enseignants et chercheurs n'ont pas été oubliés. Vu que la salle multimédia qui est à notre possession n'est pas, ou bien la capacité d'accueil n'est pas adaptée au nombre d'étudiants présents, nous pensons que cette bibliothèque permettra une fois de plus d'engloutir le reste d'étudiants qui n'ont pas de place à notre université. Ici, il y a des livres pour enfants et adultes de tout genre, des ouvrages scientifiques, culturels, didactiques en français et en anglais, ainsi que des accès à Internet avec un haut débit. La bibliothèque municipale de Korogo et l'ensemble de son équipement ont coûté 350 millions de francs CFA grâce au soutien financier du ministère de la Culture et de la Francophonie et de la mairie de Korogo. L'équipement en matériel informatique a été assuré par Orange Côte d'Ivoire et Ansuite. Le choix de Korogo pour ouvrir cette bibliothèque moderne s'inscrit dans la politique de décentralisation et de démocratisation des infrastructures culturelles. Korogo se devait de recevoir sa bibliothèque qui contribue ainsi à compléter l'écosystème de la formation, de l'éducation et du savoir de la capitale du Nord. Bâtie sur une superficie de 10 000 m², cette bibliothèque compte 2 salles multimédia de 25 et 31 ordinateurs, 2 salles de lecture. Selon le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou Bandaman, l'ONG française Lien offre déjà 25 000 ouvrages à la bibliothèque. La consultation des ouvrages est gratuite et se fait sur place. Pour le moment, la connexion Internet est aussi gratuite.
Lutte contre le travail des enfants mineurs. De jeunes ressortissants burkinabés âgés de 14 à 17 ans en province du Burkina Faso ont été interceptés récemment par les forces de l'ordre ivoiriennes. C'était à Boasso, dans la région du sud de Comoé. Ces enfants mineurs étaient en partance pour Angovia, à Boisflé, où ils étaient destinés à travailler dans une mine aurifère. Les explications de Sita Soro. Le 25 novembre dernier, un véhicule de transport en commun est intercepté par les forces de l'ordre. À bord, 9 enfants dont l'âge varie entre 14 et 17 ans. Provenant du Burkina Faso, ces 9 enfants étaient destinés à travailler dans la mine aurifère d'Angovia, dans le département de Boisflé. Là, dans le cas d'espèce, il s'agit d'exploitation et de pire forme de travail parce que ces enfants étaient dans une zone aurifère. Ils étaient dans une exploitation minière à Bafia, non loin d'Amaferré, et ils partaient cette fois-ci à Angovia pour une mine beaucoup plus importante, dit-on. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, venue s'enquérir de la situation et apporter le soutien de l'État de Côte d'Ivoire, a salué l'action des forces de l'ordre et a appelé à la protection des enfants. 9 adolescents qui ont été sauvés donc des mains de trafiquants véreux, sans scrupules, et ceci grâce à nos forces de défense et de sécurité, dont la vigilance et vraiment l'efficacité ont permis de sauver la vie de ces enfants. Nous sommes au mois de décembre. Les enfants, le mois de décembre, c'est le loisir, c'est leur droit. Ils ne sont pas faits pour être exploités, ils doivent vivre leur enfance, ils doivent jouir de leur enfance, ils ont droit à une vie décente, ils ont droit à la santé, ils ont droit à l'éducation. Placés dans des familles d'accueil dans le village d'Assouba, l'État, l'ambassade du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, l'Organisation internationale pour les migrations OIM et l'UNICEF sont en train de tout mettre en œuvre pour que ces enfants retournent dans leur famille d'origine au Burkina Faso. Ils viennent de la province de Ganzourou. On a identifié dans les discussions informelles déjà 3 familles, mais comme j'ai dit, nous allons nous entretenir avec les enfants pour savoir exactement d'où ils viennent. C'est-à-dire qu'on va localiser avec précision les familles et enclencher le processus de rapatriement. Nous apportons de l'appui technique et financier au gouvernement ivoirien, mais je pense que, comme vous l'avez pu constater ici, le trafic d'enfants, l'exploitation des enfants, c'est une affaire de tous. Donc il faut que tout le monde contribue, sinon ce phénomène risque d'être inaperçu au niveau des différentes communautés et il y aura encore beaucoup d'enfants qui vont parcourir ce risque d'être trafiqués et finir dans des zones aurifères. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a fait don d'1 million de francs CFA pour la prise en charge de ces mineurs en attendant leur retour. Une série de braquages des jouets à Yamoussoukro dans la région centre du pays, et cela grâce à l'intervention du centre de commandement des décisions opérationnelles. En effet, des éléments du CCDO ont mis aux arrêts 2 individus armés. Les précisions de Kader Sogodogo de RTI Boaké. Tout commence par Boisflé. L'arme d'un policier en service dans le commissariat de la ville est dérobée. L'auteur du vol ici présenté a dans un premier temps pour objectif de vendre l'arme. Pour ce faire, le voyage sur Yamoussoukro est fait. Sur place, avec les conseils d'un acolyte, vigile de formation, changement de plan. Il faut se faire assez d'argent en procédant à une série de braquages. C'est en cherchant à obtenir des munitions que l'information parvient au Centre de coordination des décisions opérationnelles, CCDO, de Yamoussoukro. Un piège est tendu et nos 2 acolytes vont mordre à l'appât. J'étais parti faire un show à Boisflé, mon argent est fini. Plus que je n'ai pas de transport. Je voulais y passer et puis la police était ouverte. Donc je suis rentré là-bas pour voler une moto pour me déplacer là pour venir à Yamoussoukro. J'ai vu 7 armes déposées. Si je prends la moto et le protecteur des armes vient, il va tirer sur moi. Donc comme ça, je suis allé voir un vigile. J'ai une arme, mais je veux le vendre pour me débarrasser de ça. Il dit mais ce qu'on prend pour chercher l'argent, toi tu vas te débarrasser ça comment? Ça là, les gens qui ont ça là, ils peuvent faire les chaos, les 200 000, les 300 000, les 1 million. Le CCDO veille pour une sécurisation parfaite des populations. Nous avons des informations de façon récurrente de ce que des individus s'attelaient à des braquages à domicile et à des vols de motos, d'engins de 3 roues ou 2 roues.
Voilà comment est-ce que nous avons mis notre dispositif en place. Sachez que nous sommes là pour la population et la sécurité de la population de Yamoussoukro, également leurs biens. Ramenés à la base du CCDO de Yamoussoukro, les deux individus seront présentés devant le parquet de Toumoudi. On poursuit avec les activités de l'Office ivoirien des parcs et réserves. L'OIPR a lancé récemment un projet de gestion intégrée des aires protégées. Ce programme bénéficie d'un appui financier de plus de 2 milliards de francs CFA. On en parle avec Patricia Oumouetia. Les aires protégées sont les garants de la préservation d'un patrimoine collectif lourdement impacté par le développement. Dans cette perspective, le parc national du Banco a été choisi comme site pilote du projet de gestion intégrée des aires protégées de Côte d'Ivoire. L'approche proposée, c'est d'utiliser le Banco comme étant un site modèle. Et tout ce qui sera développé au niveau du Banco en termes de stratégie, en termes de modèle d'implication de communautés riveraines, en termes de mesures d'aménagement, en termes de recherche scientifique au niveau du Banco, puisse être répliqué dans les autres parcs de la Côte d'Ivoire. Le financement est de plus de 2 milliards de francs CFA. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, l'OIPR élabore chaque année un plan d'activité annuel. Ce parc, compte tenu de son importance, compte tenu des services écosystémiques qu'il rend, notamment la protection de la nappe phréatique, tous les avantages environnementaux qu'il procure, ce parc a besoin d'une protection renforcée. Et il est évident qu'avec la mise en œuvre de ce projet, d'ici quelques années, ce parc va retrouver toutes ses potentialités et offrira beaucoup de services à la population abidjanaise. Les autres parcs nationaux et réserves sont également concernés par le projet Progiap Côte d'Ivoire. Les travaux menés au cours de cette rencontre ont porté sur la gestion et la réduction des pressions exercées sur les ressources forestières. Fin des travaux de la conférence de Katowice 2018 sur les changements climatiques. Les États participants, dont la Côte d'Ivoire, ont validé l'accord de Paris signé en 2015. Ce document prévoit entre autres de contenir d'ici à 2100 le réchauffement climatique. La Côte d'Ivoire rejoint le PIB en matière d'efficacité énergétique du bâtiment à travers cet accord d'adhésion. Le PIB est une initiative franco-allemande lancée lors de la COP22 à Marrakech, au Maroc. Il vise à soutenir la transformation du secteur du bâtiment vers une meilleure performance énergétique et contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. À travers ce programme, la Côte d'Ivoire entend bénéficier d'appui pour de nouvelles technologies de construction de bâtiments à faible consommation d'énergie et par conséquent à faible émission de gaz à effet de serre. Mais d'autres intérêts, d'autres avantages s'offrent à la Côte d'Ivoire à travers ce programme. C'est que les nouvelles technologies de construction et de rénovation des bâtiments va permettre de générer des emplois. Ensuite, la baisse de consommation de l'énergie va être un facteur d'économie pour la Côte d'Ivoire. Alors l'efficacité énergétique des bâtiments, c'est 30% des émissions, c'est 30% des consommations énergétiques. On fait beaucoup de bâtiments scolaires, on fait beaucoup de bâtiments dans le secteur de la santé. Que ces bâtiments soient aux meilleures normes et répondent aux meilleures pratiques pour que la Côte d'Ivoire, comme la France, comme tout le monde, soit exemplaire dans ce domaine. Les premiers pays bénéficiaires du PIB sont le Maroc, le Mexique, le Sénégal, la Tunisie et le Vietnam. Hors de chez nous, la présidentielle du 24 février 2019 au Sénégal, les candidats ont jusqu'au 26 décembre prochain pour déposer leur dossier. En République démocratique du Congo, Martin Fayulu, candidat de la coalition, appelle ses partisans à ne pas boycotter les élections présidentielles. Et enfin au Japon, plus de 40 blessés graves hier sur l'île de Hokkaido. Au Sénégal, ils sont présentés comme les candidats sérieux face à Macky Sall. Karim Wade, fils de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, et Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar, entendent déposer leur candidature ce jeudi 17 décembre. Mais quelques difficultés sont à noter. Karim Wade risque la prison en cas de non-paiement de son amende et Khalifa Sall pourrait être condamné dès jeudi à 5 ans de prison.
Face à cette situation, les deux camps envisagent une solidarité afin de mener un front commun face à Macky Sall. En République démocratique du Congo, à 7 jours des élections, la position de la coalition Lamuka, conduite par Martin Fayoulou au sujet de la machine à voter, a évolué. Opposé au départ au vote électronique, le candidat de la coalition demande à ses partisans de participer aux élections en allant porter leur voix aux urnes. Au Japon, 42 blessés, c'est le bilan de l'explosion d'un restaurant à Sapporo, sur l'île de Hokkaido. Aux alentours, des immeubles en bois sont effondrés partiellement. Une enquête sur les causes de l'incendie est en cours. Un témoin dit avoir senti une odeur de gaz. Voilà des précisions de Salimato Dia. Merci de nous avoir suivis.